bienvenue à cette nouvelle édition de Fa'a tout de top. Aujourd'hui, émission littéraire avec notre invité de choc, Titawa Peu. Yorana Titawa. Yorana Tavana Muite, Yorana Tato Pauroa. Alors, évidemment, première question, la même pour tout le monde, et pour toi ce sera un peu particulier, je pense. Donc, quel est le lien qui t'unit à notre belle commune de Fa'a, Titawa? Alors c'est vrai que c'est une question particulière pour moi, un lien tout d'abord professionnel, mais pas seulement, puisque j'aime cette commune et que je l'apprends tous les jours. Je travaille à Fa'a depuis l'année 2003. D'accord. Donc c'est une commune que tu as appris à connaître et à apprécier. Oui, à apprécier beaucoup avec ses habitants et puis ses dirigeants aussi du conseil municipal. Alors, avant de parler de l'œuvre, parce que 2 livres, ça fait déjà une œuvre, on va dire. On va parler un peu de l'auteur, de l'être humain, Titawa Peu, que beaucoup de gens ne connaissent pas, dont certains se font des idées parfois fausses, parfois exactes, mais bon, on va parler un peu de toi. Décris-nous, sans rentrer dans des secrets ou des choses dont ta pudeur veut éviter de parler, mais raconte-nous un peu ton enfance, Titawa Peu, petite. J'imagine, moi, une petite brune avec des cheveux bouclés, courant partout, mais c'est quoi l'enfance de Titawa Peu? Oui, une petite brune qui fait la gueule tout le temps, il paraît, qui faisait la gueule tout le temps. Déjà? Voilà. Nous avons vécu à Papeete, dans le quartier de la Mission. On a vécu tout le temps là-bas, en fait. Je suis arrivée ici en Polynésie quand j'avais 2 ans. C'était en 77, voilà. Tu dis que tu es arrivée ici quand tu avais 2 ans, mais tu étais où avant? Oui, alors mes parents travaillaient à Nouméa dans les mines de nickel. Et puis, ils ont été forcés de revenir, c'était en 77. Donc, je suis la dernière d'une fratrie qui a grandi à Nouméa à part moi, quoi. Vous êtes combien dans ta fratrie? On est 4, j'ai 3 sœurs et un grand frère. D'accord. Et donc une enfance à la Mission, école Farimata Non, école des sœurs. J'ai fait ma scolarité chez les sœurs, puis au collège Lanier. Oui, l'école. J'ai eu la chance quand même de connaître les dernières sœurs de la Mission, en fait. Une gestion avec des religieuses, l'enseignement avec des religieuses. Ouais. D'accord. Et donc collège Lamné? Oui. Tu en parles avec un mélange de nostalgie et de pincement dans la voix. Voilà, j'ai surtout rêvé de sortir de là, donc j'ai pu sortir de l'Amni après la 3e. J'ai rejoint donc le lycée Paul Gauguin où j'ai vécu de superbes années de scolarité. Alors, Titawa Peu enfant, est-ce qu'elle était déjà plongée dans les livres ou est-ce qu'elle était plutôt perchée dans les arbres ou un peu des deux? Un peu des deux, il faut dire que j'étais dans les arbres quand mes frères et sœurs voulaient bien de moi pour aller jouer avec eux, sinon c'était la maison avec mamie, avec maman et un livre de la bibliothèque verte dans les mains. Est-ce que tu te souviens du premier livre, enfin on va dire sans image, premier livre avec que du texte que tu as, qui t'a accroché, donc tu vois, avec lequel tu es resté scotché, quoi. Oui, c'était une biographie d'Isadora Duncan. Je devais pas avoir 11 ans, c'était avant la 6e en fait. C'était ça en fait, cette danseuse là. Ah oui. Oui. Bon, c'était pas un super livre. Un livre découvert à l'école, au collège, un peu par hasard, qui traînait dans la maison. Voilà, ça traînait dans la maison. Une tati a dû oublier ça, une tati qui visitait la maison. Et puis, je suis carrément tombée amoureuse de cette grande danseuse, en fait, femme libre, etc. Il y a eu ça, et puis les Hauts de Hurlevent, mais j'étais un peu plus grande. C'est ça qui est de Émilie Brontier, et c'est ça qui m'a vraiment fait apprécier la littérature.
Donc on dit souvent que avant d'aimer écrire, il faut aimer lire. Et donc est-ce que pour toi cet adage se confirme? Est-ce que tu étais une lectrice vraiment avide de lecture, ou est-ce que tu lisais, on va dire, pas plus que la moyenne, quoi? Non, je bouffais les livres, hein, tout ce qui passait, même les bandes dessinées. À l'époque, c'était, je sais pas quoi, je sais plus comment ça s'appelle. C'est des comics, hein. Mais la moindre histoire, je me plongeais dedans, j'aimais bien. Il faut dire qu'à l'époque, on n'avait pas la télé, hein, c'était une chance aussi. On n'avait pas la télé, on n'avait pas Facebook. Voilà, déjà. On n'avait que RFO à la radio, hein, c'est tout. Ouais. Et donc très tôt, tu t'orientes vers des études littéraires ou pas vraiment? Oui, j'avais pas le choix, je suis tellement nulle en maths. Hein. Au lycée, dès le lycée, la première c'était littérature. Ouais. Littérature, bac. Alors à Bac l'époque, A. c'était pas les mêmes. Voilà, c'était un bac A, littérature, et puis tahitien. Littérature ici. Voilà. D'accord. Et tu avais. Est-ce que à cette époque-là, tu avais une idée, on va dire, du métier que tu voulais exercer, ou la notion même de vie active était un concept un peu lointain? Tu étais encore plus dans les années, on va dire les années où on se construit en tant qu'adulte, où on se construit, on a des rêves, on veut changer le monde. Oui, faut dire que c'était un peu plus facile à l'époque. Hein. On n'avait pas encore cette peur du chômage, etc. Non, moi je rêvais juste d'être un écrivain. Déjà? Oui, déjà. En première, alors, Voilà. en première terminale? Oui. Alors, je me faisais des rêves du style, je vivais à New York, j'avais pas besoin de travailler. Bon, la réalité est dure. On sait jamais, ça va peut-être finir par arriver. C'est bien. Donc voilà, j'avais pas d'idée précise. Et puis, ouais, on était en plein les années floss. J'étais déjà dans la contre... j'étais déjà contre. Hein. Donc déjà contre les essais nucléaires. Donc en fait, à cette époque, je travaillais plus mon engagement. Et puis ma volonté, mes qualités quoi, d'écrivain entre guillemets. Donc quand tu arrives au moment du bac, tu as déjà plus qu'un embryon de conscience politique alors. Carrément, j'étais même de gauche, carrément. Moi, je me disais de gauche. Hein. Ah, alors... Bon, à l'époque, la gauche, c'était quelque chose de concret encore. Oui, c'était François Mitterrand. C'est vrai. Mais s'il y a un personnage qui m'a vraiment ému hein, dès le départ, à part Tavana Oscar Temaru, c'est vraiment Yasser Arafat. Hein, dès mes 15 ans, bon, à l'époque où tout le monde regardait la télé sans rien comprendre, moi je savais quel était son combat, quoi. Hein. C'était mon idole, ouais. C'est ce combat pour l'émancipation pour, de la Palestine, être un peuple debout, qu'on reconnaisse les droits d'un peuple, ouais. D'accord. Et alors, comme beaucoup de jeunes Polynésiens, on va dire, à la conscience indépendantiste arrivée au moment du bac, tu te retrouves confronté au paradoxe de partir faire tes études en métropole. Oui, mais... Comment tu vis ce paradoxe à l'époque? Est-ce que ça provoque chez toi une gêne, un énervement, ou est-ce que après tout, pourquoi pas, c'est le système dans lequel on est, ou est-ce que tu avais envie de partir en fait? Oui, non, j'avais envie de partir. En fait, je savais très tôt que pour se battre pour des idées, enfin, il fallait quand même connaître un peu, je dis pas l'ennemi, mais si, c'était quand même l'ennemi, quoi. Il fallait quand même le connaître de dedans, hein. Donc je suis allée, j'ai pris 1 an après le bac, j'ai pris 1 an d'année sabbatique, enfin, j'ai pris une année sabbatique, puis après je me suis inscrite à Paris. J'ai fait des études de philo pour pouvoir partir, en fait, hein. Et je suis partie, mais je regrette pas, hein. Donc, études de philo, tu es resté combien de temps sur Paris, enfin sur la métropole? En tout et pour tout 6 ans, mais avec une maternité aussi. Quand je suis tombée enceinte, j'ai eu mon fils. Voilà, donc je suis devenue aussi maman en fait. Ça doit être spécial de devenir maman alors qu'on est encore étudiante, loin de chez soi. Oui, c'est surtout la distance, hein, surtout que nous, on est très attachés
au fait d'accoucher auprès de la famille, que maman va planter le pitot, etc. Moi, j'avais déjà fait mon film. Le truc, c'est que mon fils est né avant terme, donc on a dû passer un peu plus de temps là-bas, en fait, à Paris. Et non, ça a été quand même un déchirement, ouais. Et donc, bon, à la fin des études, tu te décides à revenir, tu es maman, Ouais. tu reviens et là, il faut rentrer dans le marché du travail, Voilà. il faut vivre, il faut faire Voilà. vivre sa famille. Quel est le premier job de Tita Wapeu? Alors en fait, comme je n'étais hors de question que j'enseigne, parce que de toute façon je n'étais pas prête et puis que je n'avais vraiment pas La vocation la à enseigner. vocation, ouais, parce que franchement, j'ai été à la Dépêche de Tahiti en tant que secrétaire de rédaction. Voilà. Je corrigeais les textes en fait. Mais j'étais en train d'écrire Mutisme. Déjà. Oui. Je Donc là, on est finissais, en dans fait, quelle année là? 2002. Je finissais en fait Mutisme, que j'avais commencé à Paris. Hein. D'accord. Donc voilà, j'arrive là, je travaille à la Dépêche, 2002. Et puis ma sœur présente Mutisme à un éditeur qui le fait éditer Hairepo. Donc, et Mutisme sort en 2003. Et je sais pas comment, j'ai rencontré Mutea Hirschon, je sais plus comment. On lui posera la question. Voilà. Si tu nous écoutes, tu peux m'envoyer un SMS. Hello Théa. Donc elle a permis en fait de faire le lien avec la mairie de Fa'a, puisque à l'époque la mairie de Fa'a recherchait un chargé de communication. Et donc j'ai passé un entretien et puis j'ai été prise en fait. D'accord. Voilà. Et là a commencé une superbe collaboration avec l'élu qui était chargé de la communication de l'époque, Jean-Marie Rapoto, qui deviendra ministre de l'Éducation. Donc pour moi ça a été vraiment une superbe année. Ouais. Alors j'imagine la rencontre de la jeune citoyenne maori engagée, férue de littérature, qui vient de terminer des études de philo à Paris et qui rencontre Jean Marius. Je veux dire, ça devait être quelque chose, quoi. Ah oui, c'était quelque chose. Puis vraiment, c'est une personne vraiment humble en fait, hein, et puis très respectueuse. Non, j'ai beaucoup aimé cet homme, quoi. Hein, vraiment. Alors, on va revenir un peu sur Mutisme. Oui. Tu nous disais à l'instant que Mutisme, finalement, c'est un bébé parigot. Il est né à Paris. Tout à fait. Raconte-nous à quel moment, finalement, alors j'imagine qu'à l'époque, c'était peut-être pas sur l'ordinateur, c'était peut-être sur un carnet, un cahier, un bloc Rhodia, mais la première phrase de Mutisme, elle est écrite dans quelles conditions, à quel moment? Elle a été écrite en plein hiver, ça j'en suis sûre. Je vivais avec un montagnais de l'époque en banlieue parisienne. Et le spleen tout simplement, je pensais à maman, mes sœurs surtout. Et j'avais en mémoire la photo de départ de mes parents, de ma famille, de Nouméa, quoi. On partait de Nouméa. Et ça a été le déclenchement en fait de l'autisme, mais c'est vraiment le spleen, ouais, le manque de son pays en fait, hein. Oui. Et alors ton fonctionnement d'auteur, bon, moi qui écris également, c'est quelque chose dont je suis curieux parce qu'on n'a pas tous le même mode de fonctionnement. Comment tu écris? À quel moment? Est-ce que tu écris d'une traite et ensuite tu te relis, ou est-ce que tu écris chaque phrase et ensuite tu la pèses, tu la sous-pèses? C'est quoi le fonctionnement de l'écrivain Tita Wapeu? J'ai envie de rigoler, Mouité, parce qu'il n'y a aucun fonctionnement. Ça peut se faire au feeling aussi. Voilà, hein. c'est très erratique. Je peux passer 6 semaines à ne faire qu'écrire et puis 10 ans à rien pondre. Hein. C'est ça, en fait. Hein. Donc voilà, malheureusement, j'ai pas de méthode.
Je sais même pas. Donc tu n'es pas de cette race d'écrivains qui ont des calendriers très précis, qui disent tous les matins de 8h à 10h j'écris, ensuite je vais faire du sport, je reviens, je mange et à 4h je m'y remets. Ça non, c'est pas toi ça. Pas du tout. Par contre, si j'avais une grande maison d'édition et que on me commandait 3 bouquins, c'est sûr que on serait obligé d'avoir une certaine cadence, quoi. Mais là, pour l'instant, c'est un message subliminal qui est lancé. Donc voilà, si on avait des commandes. Mais mutisme, donc tu l'écris quand même assez rapidement, enfin. Oui. Par rapport évidemment voilà. au deuxième dont on va parler, mais en un an, grosso modo, il est moins écrit. d'un an, quoi, voilà. Quelques mois même. 9 mois, il me semble, hein, comme une maternité. Au fur et à mesure que tu l'écris, parce que bon, on se replace un peu dans le contexte de l'époque. Il y a nos glorieuses, on va dire, celles qui nous ont précédées. Hein, la plupart sont des femmes, du moins pour le roman. Bon, en poésie, il y a Henri Hiro, il y a des monuments, mais pour le roman, c'est Chantal. Mais on va dire que ces romans-là n'ont pas la violence, on va dire le punch qui est contenu dans Mutisme, qui est un tout petit roman, mais alors un gros coup de poing au bide quand même. À quel moment dans l'écriture de Mutisme du moins, est-ce que tu réalises déjà que tu es en train d'écrire quelque chose qui va un peu secouer à la fois la littérature polynésienne et la société polynésienne? Est-ce que tu t'en rends compte? Donc première question, et à quel moment du livre tu t'en rends compte? Ou est-ce que c'était déjà ton intention d'écrire ce livre en tant qu'électrochoc? Non, c'était déjà mon intention, même quand j'étais en France. Il y a quelque chose qui me gênait quand même à chacun de mes retours là-bas, c'était cette espèce d'apathie, quoi, chez nous. Un peuple gentil, etc. Et puis moi, je voyais Enfin, j'avais quitté Tahiti en plein 95, juste avant les émeutes. Et je revenais en vacances, mais rien n'avait changé. C'était toujours aussi un retour à la normale. Voilà, à la normale, les gens apathiques, etc. Il y avait encore à l'époque beaucoup de militaires, hein, cette présence-là, qui m'énervait d'ailleurs. Donc c'était vraiment un cri de colère face à ce que je voyais, même de là-bas. Donc arrivé ici, je reviens ici, rien n'avait changé, c'était même pire. C'était pire parce que là, du coup, on voyait cette espèce de caste, hein, d'expatriés qui était carrément en train de parler à notre place ou d'écrire à notre place. Mutisme, c'est vraiment le coup de gueule, quoi. C'est laissez-nous parler de nous. Hein, je le dis d'ailleurs là-dedans. On va reprendre la plume. Vous nous avez pris nos terres, nous on va reprendre quand même nos mots, hein, notre plume, voilà. C'est ce que vous nous devez bien, voilà. Donc c'est pas fortuit, c'est un acte prémédité, on va dire. Oui, voilà, prémédité parce que fiou général, quoi, de voir certaines choses. Et puis je crois que j'ai une écriture de toute façon pas guimauve, hein, en fait, hein, voilà. Ça, je pense que tous ceux qui l'ont lu ou ceux qui vont le lire vont s'en rendre compte rapidement. Voilà. Alors, j'ai une petite question que j'ai pas bien compris, ou alors j'ai pas bien compris, mais à un moment donné, tu nous disais, c'est ta sœur qui dépose le manuscrit chez un éditeur. Oui, parce Pourquoi toi tu voulais pas être édité? Non, voilà. Oui, alors ça fait partie aussi de mes contradictions. Je voulais être un grand écrivain, mais j'avais pas fini d'écrire pour moi. Mutisme, en fait. Pour moi, il y a personne va lire, etc. Même si je savais que c'était fort, je disais à ma sœur, non, ils vont pas vouloir, personne va lire. Donc tu voulais le retravailler encore? Non, je voulais l'oublier. J'avais tout imprimé. Pour toi, tu disais, je vais en faire un autre et celui-là sera le vrai. Voilà. Je l'ai laissé comme d'habitude dans mes tiroirs, en fait, parce que j'ai plein aussi de manuscrits. T'es en train de nous dire qu'il y a d'autres trucs dont tu nous prives. Non, voilà, c'est comme comment ça s'appelle, des dissertations qu'on fait, bien des petits journaux intimes. Enfin, j'ai plein de carnets. Ouais. Et donc celui-là, il devait devenir un autre carnet. Je voulais le mettre de côté. Et c'est ma sœur, oui, qui l'a pris, qui l'a emmené un peu chez les 2 grands éditeurs locaux.
Voilà. D'accord. Mais elle t'a prévenu quand même ou elle a fait ça un peu en cachette Non, un peu en cachette, voilà. Ah ouais. Mais c'est après que On la remercie hein, si elle nous écoute. c'est ma sœur Sylvie. Voilà. Et au moment donc où tu as la réponse de l'éditeur, Ouais. tu prends conscience que ton bébé, là, mutisme, finalement, il va paraître, que les gens vont le lire, vont se l'approprier, vont réagir, certains vont adorer, d'autres vont peut-être détester, ou vont faire l'amalgame entre l'auteur et le livre, Oui, enfin voilà. bon, tout ce qui se produit quand on est publié. Et est-ce que ça, tu redoutais pas un peu ce moment, non? Ou est-ce que tu le recherchais plutôt? Non, Enfin, non, je suis quand même surprise que ça ait eu un impact, en fait. Je ne réalisais pas dans le sens où, ça va être publié comme plein d'autres livres, mais que personne va lire. Donc, mais par contre, j'ai eu la chance, justement, d'avoir le soutien de personnes comme Théa Hirschon, qui avait déjà un réseau de journalistes, d'amis journalistes. Et tout de suite, j'avais eu la chance d'avoir RFO chez nous. Et ça a une super couverture médiatique, quoi. Et c'est ça qui a fait que je me suis retrouvée au Salon du Livre avec à cette époque, donc déjà du monde, quoi. Hein. Enfin, bon, il y a peut-être eu les médias, mais je crois qu'il y a eu beaucoup le bouche à oreille aussi. Parce que voilà. Moi, je me souviens de ma rencontre avec Mutisme. C'était presque, tu sais, comme si c'était un truc qu'on se filait sous le manteau, un acte subversif, tu vois. On disait, t'as pas lu Mutisme? Non, mais il faut que tu lises. et je pense que le bouche à oreille a été quelque chose, un élément vraiment spectaculaire pour ce bouquin, parce que franchement, quand la traînée de poudre a commencé à se répandre, ça a été vite. Hein. Oui, c'est vrai. Et alors, Mutisme, donc 2003. 2003, ça fait longtemps. Et là, tu nous laisses en plan pendant 13 ans. 13 ans. Le temps de faire un bébé, oui. Un autre, un autre bébé. Et donc, est-ce à dire que Pina, donc le deuxième roman qui vient de paraître, enfin, tu as mis 13 ans à l'écrire, ou est-ce que, comme tu nous disais tout à l'heure, tu l'avais commencé et puis voilà, après il y a des périodes entières où, soit pour diverses raisons, l'écriture n'était pas là. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces 13 ans se passent avant que Pina arrive? Alors, donc il s'est passé que, en fait, Pina, j'ai tout de suite embrayé sur Pina après Mutisme, peut-être 1 ou 2 mois après. Puis il s'est passé que je suis tombée enceinte, j'ai eu une nouvelle vie, quoi, avec la construction d'une maison, la vie normale, quoi. Mais donc Pina, j'ai dû écrire pendant 6 semaines, comme je te disais, sans arrêt. Et puis après, j'ai arrêté au moins 10 ans. Et en fait, j'ai repris l'écriture il y a 2 ans seulement, même pas 2 ans, 1 an et demi. Et j'ai eu terminé en quelques semaines encore. C'est vraiment un grand vide entre le début et la fin. C'est vraiment quelques semaines de travail. Si on met bout à bout, ça va faire peut-être 3 mois maximum de travail acharné, quoi. Mais sinon, entre-temps, oui, des grandes pauses, longues pauses, où, pas évident quand on a un travail, puis aussi des engagements, etc., quoi. Hein. Alors, ça m'amène à une question un peu d'ordre du processus de création littéraire. Entre le premier jet, ces 6 premières semaines, et le moment où tu reprends l'écriture, est-ce qu'il n'y a pas un décalage finalement dans l'esprit du livre? Est-ce que les choses n'ont pas évolué? Ta vision du monde, ta vision de ton propre pays Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a une partie de Pina qui ne ressemble pas à l'autre? Est-ce qu'il y a des périodes dans Pina? Alors, en fait, c'est juste d'abord souligner que s'il y a eu plus de 10 ans de silence, c'est pas dit que... En fait, Pina, j'y pensais tous les jours. Hein. Voilà, elle était là dans ma tête comme presque un enfant, quoi. Et je savais que quand je rouvrirais mon manuscrit, mon fichier sur l'ordinateur, il aurait fallu que je change certaines choses parce que justement, j'avais choisi de parler, j'avais choisi d'autres angles, en fait. Ce long laps de temps, c'était un peu pour faire mûrir le personnage, quoi.
Parce que sinon, ça allait être un truc vraiment trop, comment dire, c'est suicidaire, quoi, en fait. Voilà. Et je voulais un peu épargner ça au lecteur quand même. Hein. Alors bon, moi je vais rassurer tout de suite nos lecteurs. Hein, Pina, c'est un livre magnifique qu'il faut lire de toute urgence. C'est vrai que l'histoire, elle est un peu à l'image de notre société. Elle est à la fois, comment dire, belle et tragique. Hein, puis les deux se mêlent, mais rien ne nous est épargné, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que aussi bien des moments de grâce qu'on trouve dans le livre, que des moments d'une violence assez dure, ou des moments assez torrides, hein, il faut aussi le dire, parce que là, c'est peut-être une des marques de fabrique de ton écriture, c'est qu'il y a des moments chauds, mais très très bien écrits. En tout cas, c'est un livre qui se lit, enfin voilà, on appelle ça en anglais un page turner, c'est-à-dire on a du mal à décrocher. Et moi, c'est juste le conseil que je donne à ceux qui vont commencer la lecture. Commencez un vendredi après-midi, comme ça vous aurez tout le week-end, et puis vous serez pas embêté, parce que si vous le commencez en semaine, il y aura le boulot, tout ça, vous allez être embêté, vous allez devoir décoller les yeux de votre bouquin, et ça, c'est pas agréable du tout. C'est mon conseil en tout cas. Mais merci. On revient un peu donc à Pina. Il vient de paraître. J'étais moi sur le salon du livre à observer un peu les stands. Ils s'arrachent comme des petits pains. C'est un succès annoncé d'édition. Est-ce que ma question, c'est parce que je te connais un peu, que je sais que tu es, comment dire, avare de te livrer. Est-ce que, imaginons que Pina, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, embrase la scène littéraire métropolitaine européenne. Est-ce que tu es prête aujourd'hui à partir faire la promotion de ton livre, je sais pas, à passer chez Ruquier, ou dans des émissions nationales? Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens prête à faire ça, ou est-ce que tu as toujours les mêmes réserves? Enfin, j'ai certaines réserves pour eux, hein, pour les intervieweurs. Pour la société métropolitaine, je sais pas si elle accueillerait Pina, en fait. Hein. Mais bon, s'il faut, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, parce que bon, en même temps, c'est un acte militant, hein, c'est présenter notre pays d'une autre façon, quoi. Hein, voilà. On écrit, en fait, on est quelques-uns à écrire comme toi aussi, hein, et à militer en même temps, quoi. Hein. Donc voilà, s'il le faut, pourquoi pas. Quels sont après Pina, c'est quoi la suite? Alors, sans révéler de secret, mais est-ce que parce que pendant le salon du livre, tu nous disais que le polar te tentait, est-ce que c'est à ça qu'il faut qu'on s'attende pour la prochaine parution de Titawa? Oui, je suis sur ce qu'on appelle une trilogie, hein, comme ça on va plus m'embêter. Trois d'un coup. Non, oui, avec avec un angle polar, mais en même temps, comme d'habitude, lié à l'histoire de ce pays, à l'histoire politique aussi de ce pays, à l'évolution sociale de Tahiti, enfin de la Polynésie. D'accord. Et on peut espérer ça à quel horizon? Non, rien. Pas de promesse. Non, je ne donne pas de date. Alors, on s'approche de la fin de l'émission. J'ai envie de te demander, je suis sûr que partout dans notre pays, il y a des jeunes garçons, des jeunes filles, des femmes, des hommes qui écrivent, un peu comme nous à l'époque, un peu comme beaucoup de gens. On écrit pour soi, on écrit, et puis un peu ça, on fait lire ça à la famille, et puis ça reste au fond d'un tiroir ou au fond d'un disque dur. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à tous ces gens qui s'essayent à l'écriture ou ont envie d'essayer, mais sont un peu, hésitants? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? J'ai envie de leur dire déjà que s'ils veulent que je lise leur bouquin, il n'y a pas de souci. Hein.
manuscrit. Non, j'ai envie de dire on a des choses à raconter, que plus on sera nombreux, mieux ce sera. On a surtout un pays à construire et je suis sûre qu'on peut le construire à travers des écrits, quoi. Non, faut pas hésiter. Et puis maintenant, les maisons d'édition sont très ouvertes. Il n'y a pas de souci. Déposer un manuscrit, après, même si c'est. Alors, faut pas se faire d'illusion. Un manuscrit, ça se travaille. Faut pas croire. C'est pas qu'on a du génie, ça se travaille pas, non. Après, ça se corrige, ça se travaille avec des professionnels. Pas de souci, quoi. Voilà, il faut le faire maintenant. Et c'était aussi ce que je disais, ce que les gens disaient quand Mutisme est sorti, c'est qu'il nous faudrait plus d'écrivains. Donc il y a eu toi, c'était pas mal, c'était bien, puis il y a d'autres encore, donc ça peut, il faut que les gens écrivent encore, les jeunes, etc. Il faut pas avoir peur, c'est bon maintenant. Voilà, et ben écoute, c'est sur ce message positif et cet appel à tous à écrire l'histoire et le futur de notre pays avec nos propres mots qu'on va vous laisser. Merci encore Titawa et je pense qu'on se reverra donc au premier tome de ta trilogie. Merci beaucoup.